En fermant l'addition, la serveuse vit la signature du millionnaire. Elle resta figée quand elle se rendit compte qu'il était l'homme qui l'avait abandonnée enceinte il y a 15 ans. Le torchon humide glissait machinalement sur la table en formica, mais les mains de Marianne Chevalier tremblaient légèrement. À 36 ans, elle connaissait par cœur chaque recoin du bistrot de l'Espoir, ce petit restaurant de Belleville où elle travaillait depuis maintenant 8 ans. Les odeurs de café refroidi et de cigarettes se mélangeaient dans l'air du soir, créant cette atmosphère si particulière des bistrots parisiens en fin de journée. « Maman, tu regardes quoi ?» La voix de Mathieu l'attira de sa rêverie. Son fils de 15 ans venait de lever les yeux de son livre de mathématiques. Ses lunettes légèrement de travers sur son nez, ses cheveux bruns, toujours un peu ébouriffés, malgré ses tentatives de les discipliner, encadraient un visage fin aux traits intelligents. « Rien, mon chéri, je... » Marianne s'interrompit en voyant l'écran de télévision suspendu au-dessus du comptoir. Le présentateur du journal de 20 heures venait de prononcer un nom qui la hantait depuis 16 longues années. Robert Delacroix, le magnate de la construction civile, vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau complexe résidentiel dans le 15e arrondissement. L'entreprise Delacroix & Associés confirme ainsi sa position de leader sur le marché immobilier parisien. Le visage de Robert apparut en gros plan, 42 ans maintenant, les tempes légèrement grisonnantes, mais toujours ce même regard perçant. Cette même assurance qui l'avait séduite autrefois et qui l'avait détruite. « Maman, ça va pas. Tu es toute pâle. » Marianne cligna des yeux et réalisa qu'elle tenait le torchon si fort que ses jointures étaient blanches. Elle relâcha sa prise et tenta un sourire rassurant. « Si, tout va bien, c'est juste. La fatigue. » Mathieu la regarda avec cette expression inquiète qu'elle détestait voir sur son visage. Il était bien trop mature pour ses 15 ans, déjà trop conscient des difficultés financières qu'il traversait, des doubles journées qu'elle enchaînait pour payer ses études au lycée Voltaire. « Tu sais, maman, si tu veux, je peux arrêter les cours de soutien en maths, ça nous ferait économiser 100 € par mois et... » « Il n'en est pas question, » coupa Marianne, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Tes études, c'est sacré. Tu as un don, Mathieu, un vrai don pour les mathématiques. Je ne laisserai jamais rien t'empêcher de réussir. » Elle s'approcha de lui et ébouriffa tendrement ses cheveux. Son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait à quel point il ressemblait à Robert. Les mêmes yeux verts perçants, la même façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait, la même intelligence brillante qui transparaissait dans son regard. « Dis-moi, maman. » Mathieu hésita, comme chaque fois qu'il abordait ce sujet délicat. « Mon père, il était doué en maths lui aussi. » Marianne sentit son estomac se nouer. 16 ans qu'elle mentait, 16 ans qu'elle racontait la même histoire. Un accident de voiture, un jeune homme prometteur fauché en pleine jeunesse, quelques mois seulement après avoir appris qu'il allait être père. « Oui, » murmura-t-elle en détournant le regard. « Il était très intelligent, comme toi. Au moins, ça, ce n'était pas un mensonge. 16 ans plus tôt, la petite chambre de bonne sous les toits du 7e arrondissement baignait dans la lumière dorée du soleil couchant. Marianne, 20 ans à peine, regardait Robert enfiler sa chemise blanche, admirant la ligne de ses épaules, la façon dont ses cheveux bruns bouclaient légèrement sur sa nuque. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle en tirant le drap sur sa poitrine nue. Robert se tourna vers elle avec ce sourire en coin qui la faisait fondre. « Tu sais bien que je dois rentrer. Mes parents organisent un dîner ce soir. Des relations d'affaires importantes. » Il s'approcha du lit et se pencha pour l'embrasser. Ses lèvres avaient un goût de café et de promesses. « Mais demain, on se voit toute la journée. Je t'emmène à Versailles, comme promis. Robert. » Elle attrapa sa main. « Il faut que je te dise quelque chose d'important. » Le sourire de Robert vacilla légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Marianne prit une profonde inspiration. Ils étaient ensemble depuis 2 ans maintenant. Ils parlaient souvent de leur avenir, du jour où il présenterait sa Marianne à ses parents. Alors pourquoi avait-elle si peur ? « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Robert lâcha sa main et recula d'un pas. « Tu en es sûr ? J'ai fait 3 tests, Robert. Je sais que ce n'était pas prévu, mais... Écoute, il faut que j'y aille. On parlera de tout ça demain. D'accord. » Il attrapa sa veste et sortit sans se retourner. Marianne ne le revit jamais. Le lendemain matin, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un chèque et quelques mots griffonnés à la hâte. « Je ne peux pas ruiner mon avenir pour une erreur de jeunesse. Ce sera mieux pour nous deux.
Oublie-moi. Maman. La voix de Mathieu la ramena brutalement au présent. Elle réalisa qu'elle pleurait. Pardon, mon chéri, c'est juste. Ton père me manque parfois. Mathieu se leva et vint la prendre dans ses bras. Il la dépassait déjà de quelques centimètres, et elle se dit avec mélancolie qu'il grandissait trop vite. Il serait fier de toi, tu sais, murmura-t-elle contre son épaule. Tu crois vraiment? J'en suis certaine. La clochette de la porte d'entrée retentit. Marianne s'écarta de son fils et s'essuya rapidement les yeux. Bonsoir, vous avez encore de la place? La voix était différente. Plus grave, marquée par les années, mais Marianne l'aurait reconnue entre mille. Elle se tourna lentement, priant pour que ce soit un cauchemar. Robert Delacroix se tenait dans l'embrasure de la porte, élégant dans son costume sur mesure, une femme blonde accrochée à son bras. Il balayait le petit restaurant du regard, avec cette expression légèrement condescendante qu'elle lui connaissait bien quand il était confronté à quelque chose qui ne correspondait pas à son monde. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, Marianne crut voir passer une lueur de reconnaissance dans son regard. Mais Robert détourna rapidement les yeux. « Une table pour deux, s'il vous plaît, » dit-il à Michel, le patron du bistrot. « Bien sûr, par ici. » Michel les installa à une table près de la fenêtre. Marianne resta figée, son torchon à la main, incapable de bouger. Robert était là, à moins de 5 mètres d'elle, à moins de 3 mètres de son fils, leur fils. « Maman, tu connais ce monsieur ?» chuchota Mathieu. « Tu le regardes bizarrement. »« Non, » mentit-elle une fois de plus. « Je ne le connais pas. » Mais pendant tout le service, elle sentit le poids du destin qui s'abattait sur ses épaules. 16 ans qu'elle vivait dans l'ombre, 16 ans qu'elle protégeait Mathieu de la vérité, et voilà que Robert Delacroix venait de faire irruption dans leur petit refuge, sans même s'en rendre compte. Quand il partit, 2 heures plus tard, il laissa un pourboire généreux sur la table, sans même la regarder. Mais Marianne savait que quelque chose venait de changer à jamais. Le destin venait de remettre les compteurs à zéro. 3 semaines avaient passé depuis cette soirée maudite au bistrot. Marianne avait presque réussi à se convaincre que c'était un hasard, un cruel caprice du destin qui ne se reproduirait pas. Mais ce matin de mai, assise dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, elle regardait son fils sur scène et comprenait que le cauchemar ne faisait que commencer. « Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer le nom du lauréat de l'Olympiade nationale de mathématiques. » Le professeur Dubois, président du jury, ajusta ses lunettes et sourit à l'assemblée de parents, professeurs et journalistes venus assister à cette cérémonie prestigieuse. Mathieu Chevalier, élève de première au lycée Voltaire, avec un score parfait de 98 sur 100, les applaudissements éclatèrent dans l'amphithéâtre. Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant son fils, rouge de confusion et de fierté, s'avancer vers l'estrade. Il avait mis sa plus belle chemise, celle qu'elle lui avait achetée au solde de l'année dernière, et ses cheveux étaient enfin disciplinés pour l'occasion. « Bravo, jeune homme !» Le professeur Dubois serra chaleureusement la main de Mathieu. « Votre raisonnement sur le problème des nombres premiers était absolument remarquable. Où comptez-vous poursuivre vos études ?» Mathieu jeta un coup d'œil vers sa mère dans le public avant de répondre « J'aimerais intégrer Polytechnique, monsieur, pour devenir ingénieur. Excellent choix. Avec vos capacités, vous n'aurez aucun mal à intégrer les meilleures écoles. » Marianne applaudissait de toutes ses forces quand elle remarqua un mouvement dans les derniers rangs. Un homme en costume sombre venait d'entrer discrètement dans l'amphithéâtre et observait la scène avec attention. Son sang se glaça. Robert Delacroix, qu'est-ce qu'il faisait là? Comment avait-il su? Ses mains tremblèrent sur son sac à main, tandis qu'elle le voyait prendre des notes dans un petit carnet. « La remise des prix aura lieu dans 15 jours à l'Académie de la Croix », annonça le professeur Dubois. Cette prestigieuse institution a généreusement offert d'accueillir notre cérémonie dans ses locaux exceptionnels. Le nom résonna comme un gong dans la tête de Marianne. L'Académie de la Croix, l'école privée la plus huppée de Paris, fondée par le grand-père de Robert, bien sûr, tout se mettait en place. Quand la cérémonie se termina, Mathieu descendit de scène, son diplôme serré contre sa poitrine, les joues encore rosies par l'émotion. « Maman, tu as vu, j'ai gagné. Je n'arrive pas à y croire. Je suis si fière de toi, mon chéri. » Elle le serra dans ses bras, essayant de cacher son trouble. « Tu le mérites tellement. Excusez-moi. » Cette voix grave, familière, la fit sursauter.
Robert Delacroix se tenait derrière eux, souriant à Mathieu avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Un mélange de curiosité et de fierté. « Félicitations, jeune homme. Votre performance était vraiment exceptionnelle. » Mathieu rougit jusqu'aux oreilles. « Merci, monsieur. Delacroix. Robert Delacroix. » Il tendit la main à Mathieu, qui la serra avec respect. « Je suis le président du conseil d'administration de l'Académie Delacroix. » Marianne sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au bras de son fils pour ne pas tomber. « Ça va, maman ?» chuchota Mathieu, inquiet. « Oui, oui, c'est juste. L'émotion. » Robert leur jeta un coup d'œil distrait, sans montrer le moindre signe de reconnaissance. « Mathieu, c'est bien cela. J'ai une proposition à vous faire. Votre niveau en mathématiques est vraiment remarquable. Et je pense que vous gâchez votre potentiel dans le public. » Pardon. Mathieu écarquilla les yeux. « L'Académie Delacroix recherche des étudiants d'exception. Nous proposons un enseignement d'élite, avec les meilleurs professeurs de France. Nos anciens élèves intègrent sans difficulté Polytechnique. Centrale, Lens. » Le cœur de Marianne battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Robert continuait, inconscient du drame qui se jouait à quelques centimètres de lui. « Je suis prêt à vous offrir une bourse intégrale pour vos 2 dernières années de lycée. Logement, scolarité, tout serait pris en charge. C'est incroyable, » balbutia Mathieu. « Maman, tu entends ça ?» Marianne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment pouvait-elle expliquer à son fils qu'accepter cette offre serait comme marcher dans la gueule du loup? « C'est très généreux, monsieur Delacroix, » parvint-elle à articuler d'une voix étranglée. « Mais Mathieu est très bien dans son lycée actuel. » Robert la regarda alors vraiment pour la première fois. Ses yeux verts la détaillèrent rapidement. La blouse usée, les mains rougies par les produits d'entretien, les cheveux tirés en arrière, l'expression de compassion condescendante qu'elle lut sur son visage lui donna envie de le gifler. « Je comprends vos réticences, madame. » Chevalier, Marianne Chevalier, madame Chevalier, mais vous devez penser à l'avenir de votre fils. Cette opportunité pourrait changer sa vie. Tu ne crois pas si bien dire, pensa amèrement Marianne. Maman, s'il te plaît, supplia Mathieu à voix basse. Tu sais bien qu'on n'aura jamais les moyens de me payer une école comme ça. Et si ça peut m'aider à entrer à Polytechnique? Elle vit les rêves briller dans les yeux de son fils. Cette soif d'apprendre qui le dévorait depuis tout petit. Comment pouvait-elle lui refuser cette chance à cause de ses propres blessures? Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle finalement. Bien sûr, prenez votre temps. Robert sortit une carte de visite de sa poche. Voici mes coordonnées. La rentrée n'a lieu qu'en septembre. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour me donner votre réponse. Il tendit la carte à Mathieu. Leurs mains se frôlèrent brièvement. Marianne eut l'impression de voir passer quelque chose dans le regard de Robert. Une étincelle de « quoi » reconnaissance. Impossible. Oh, j'allais oublier, ajouta Robert en se tournant vers elle. Nous organisons une journée portes ouvertes samedi prochain. Si vous souhaitez visiter l'établissement avec Mathieu, vous serez les bienvenus. Après son départ, Mathieu ne tenait plus en place. Maman, tu te rends compte? L'Académie Delacroix, c'est la meilleure école privée de Paris. Tous leurs élèves réussissent leur concours. Je sais. Mon chéri, alors pourquoi tu fais cette tête? On dirait que quelqu'un vient de mourir. Marianne soupira. Comment expliquer à un adolescent de 15 ans que le généreux bienfaiteur qui venait de lui offrir le monde sur un plateau était aussi l'homme qui avait brisé le cœur de sa mère et l'avait abandonnée enceinte? C'est juste. Beaucoup d'émotions d'un coup. Laisse-moi digérer tout ça, d'accord? Le soir même, dans leur petit appartement de Belleville, Mathieu étalait sur la table de la cuisine tous les prospectus de l'Académie Delacroix qu'il avait trouvés sur Internet. « Regarde maman, ils ont un laboratoire de physique dernier cri, une bibliothèque avec plus de 50 000 ouvrages, et leurs professeurs de maths viennent tous de l'école normale supérieure. » Marianne préparait le dîner en silence, l'esprit en ébullition. Dans le salon, la télévision diffusait les informations du soir. Robert Delacroix inaugurera demain le nouveau siège social de son entreprise, en présence de sa femme Valérie et de leurs 2 enfants, Sébastien et Élodie. Mathieu leva les yeux vers l'écran. « Tiens, c'est lui, monsieur Delacroix. Il a l'air sympa avec sa famille. » Marianne regarda l'image qui montrait Robert serrant la main du maire, sa femme blonde impeccablement coiffée à ses côtés, 2 enfants sages comme des images accrochées à sa veste,
la famille parfaite, celle qu'elle aurait pu être. Il a 2 enfants, murmura Mathieu. Tu crois qu'ils vont dans son école? 3 enfants, corrigea silencieusement Marianne. Il a 3 enfants, mais il ne le sait pas. Maman, tu m'écoutes. Je disais qu'on pourrait aller aux portes ouvertes samedi. Juste pour voir. Ça n'engage à rien. Marianne éteignit le feu sous la casserole et se tourna vers son fils. Dans ses yeux brillait cette détermination qu'elle lui connaissait bien, celle qui l'avait poussé à apprendre seul l'algèbre avancée à 12 ans, celle qui le faisait rester éveillé jusqu'à minuit pour résoudre des équations, pour le plaisir. D'accord, dit-elle dans un souffle. On ira samedi. Le sourire radieux de Mathieu lui fendit le cœur. Elle venait de prendre la décision la plus dangereuse de sa vie. Valérie Delacroix contemplait son reflet dans le miroir de sa coiffeuse, appliquant avec précision son rouge à lèvres Chanel. À 38 ans, elle avait gardé cette beauté froide et sophistiquée qui avait fait d'elle la parfaite épouse d'un homme d'affaires prospère. Mais ce matin, quelque chose troublait la sérénité habituelle de ses traits. « Madame souhaite-t-elle prendre son petit déjeuner maintenant ?» demanda Sylvie, la gouvernante, depuis le seuil de la chambre. « Dans 5 minutes, et dites à monsieur que je souhaite lui parler avant qu'il parte au bureau. » Robert terminait sa lecture du Figaro dans la salle à manger quand Valérie fit son apparition, élégante dans son tailleur beige. « Tu as passé une bonne soirée hier ?» demanda-t-elle en s'asseyant face à lui. « Oui. Pourquoi cette question ? Tu es rentré tard, presque minuit. » Robert but une gorgée de café sans quitter son journal des yeux. « J'avais des dossiers à terminer. Tu sais comme c'est en ce moment avec le projet du 15e. » Valérie l'observa attentivement. 20 ans de mariage lui avaient appris à déceler les mensonges de son mari. Et Robert mentait, elle en était certaine. « Et cette cérémonie à la Sorbonne, tu m'avais dit que c'était juste protocole. » C'était le cas. Une remise de prix pour l'Olympiade de mathématiques. Nous accueillons la cérémonie finale à l'Académie. Et ce garçon, comment s'appelait-il déjà ? Mathieu Chevalier. Robert répondit sans hésiter. Mais Valérie nota la façon dont ses mains se crispèrent imperceptiblement sur son journal. « Un élève brillant, je lui ai proposé une bourse. »« Une bourse intégrale, m'a dit Sébastien. C'est inhabituel, non ? D'habitude, tu délègues ce genre de décision à Madame Beaumont. Exceptionnellement douée mérite traitement exceptionnel. » La froideur dans la voix de Robert confirma les soupçons de Valérie. Elle connaissait son mari par cœur. Quand il utilisait ce ton détaché, c'est qu'il cachait quelque chose d'important. « Je vois, bien, je ne vais pas te retarder plus longtemps. » Robert se leva, soulagé, et déposa un baiser machinal sur sa joue. « Bonne journée, chérie. » Dès qu'elle entendit la porte d'entrée se refermer, Valérie sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Jacques, c'est Valérie Delacroix. J'ai un travail pour vous. » Dans son bureau miteux du 11e arrondissement. Jacques Henriot raccrocha avec un sourire satisfait, ancien policier reconverti dans le privé. Il travaillait régulièrement pour l'épouse Delacroix depuis 5 ans. Des missions discrètes, toujours bien payées, surveiller les maîtresses potentielles de Robert, vérifier les antécédents de nouveaux employés, parfois des affaires plus délicates encore. Mathieu Chevalier, 15 ans, mère célibataire, marmonna-t-il en tapant sur son clavier. Voyons voir ce que cache ce petit génie. L'enquête de routine se révéla plus intéressante que prévu. En quelques heures, Jacques avait rassemblé un dossier complet. Marianne Chevalier, 36 ans, serveuse au bistrot de l'Espoir, aucun homme dans sa vie depuis la naissance de son fils, des fins de mois difficiles mais une réputation irréprochable dans le quartier. Pas de père déclaré, murmura-t-il en consultant l'acte de naissance. Intéressant. Il élargit ses recherches, remontant dans le passé de Marianne, étudiante en littérature à la Sorbonne jusqu'en 2008. Décrochage soudain au bout de 2 ans, puis plus rien. Le trou noir jusqu'à la naissance de Mathieu en 2009. Jacques fronça les sourcils. Quelque chose clochait dans cette chronologie. Il attrapa son téléphone et appela un contact à l'état civil. « Salut Marcel, c'est Jacques. J'aurais besoin d'un petit service. » 1 heure plus tard. Il avait sa réponse. Mathieu Chevalier était né le 15 janvier 2009. En comptant à rebours, la conception avait eu lieu vers avril 2008. Bingo, chuchota Jacques en sortant une vieille boîte d'archives de son placard. Il y conservait tous ses anciens dossiers, y compris ceux qui n'avaient jamais été réclamés par ses clients. Et dans cette boîte dormait un rapport qu'il avait rédigé 6 ans plus tôt, à la demande d'un concurrent de Delacroix, qui soupçonnait ce dernier d'avoir des informations privilégiées sur certains appels d'offres.
L'enquête n'avait rien donné côté professionnel, mais Jacques savait quand même surveiller discrètement Robert pendant plusieurs semaines, et dans ses notes figurait une information qu'il avait jugée sans importance à l'époque. Sujet fréquente régulièrement une étudiante. Marianne C., 20 ans, chambre rue de Seine, relation suivie, durée estimée 18-24 mois. Jacques vérifia les dates. La surveillance avait eu lieu entre mars 2007 et mai 2008, exactement la période qui correspondait à la conception de Mathieu. Eh bien, murmura-t-il, Monsieur Delacroix, vous avez été un vilain garçon. Il photographia discrètement les documents les plus compromettants et prépara son rapport. Valérie Delacroix allait être ravie. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux de Delacroix en associé, André Villeneuve transpirait à grosses gouttes devant son ordinateur. L'audit comptable avait commencé depuis 3 jours et chaque minute qui passait le rapprochait de l'abîme. Pendant 4 ans, il avait détourné l'argent avec une minutie d'orfèvre. Petites sommes par-ci par-là, faux devis, factures gonflées, commissions occultes. Au total, près de 800 000 € qui étaient partis alimenter ses paris sportifs et son train de vie bien au-dessus de ses moyens. Monsieur Villeneuve, André sursauta. L'auditrice, une femme sèche d'une 50aine d'années, se tenait devant son bureau avec une liasse de documents. J'aurais besoin des justificatifs pour ces virements vers la société Bâtiment Plus. Les montants me semblent inhabituels. André sentit la sueur perler sur son front. Bâtiment Plus était l'une de ces sociétés écrans, créées spécialement pour détourner les fonds. Je vais chercher ça dans les archives. Vous pourriez repasser demain. Bien sûr, mais j'aurais besoin de tout avant vendredi. L'audit se termine cette semaine. Quand elle fut partie, André s'effondra dans son fauteuil. Vendredi, il lui restait 2 jours avant que tout explose. 2 jours pour trouver une solution miracle ou voir sa vie partir en fumée. Son téléphone sonna. « André, c'est Jacques Henriot. On peut se voir. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » André connaissait Jacques depuis l'époque où il était encore flic. Ils s'étaient rendus quelques services mutuels, pas toujours très légaux, si Jacques l'appelait. C'est qu'il avait flairé une opportunité. « Je t'écoute. Pas au téléphone. Retrouve-moi au Café de la Paix dans 1 heure. » Le Café de la Paix bourdonnait de conversations d'affaires. Jacques avait choisi une table au fond, loin des oreilles indiscrètes. André le rejoignit, l'air hagard. « Tu as une sale tête, mon vieux, » observa Jacques en sirotant son expresso. « L'audit, c'est la catastrophe. Justement, j'ai peut-être une solution à tes problèmes. » Jacques sortit discrètement une enveloppe de sa veste et la fit glisser vers André. Robert Delacroix a un fils caché, 15 ans, très doué, et surtout, sa mère a besoin d'argent. André ouvrit l'enveloppe et parcourut rapidement les photos et documents. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es sûr de tes informations ? » « Certain, j'ai tous les détails. Date, lieu, témoignages. Si ça sortait dans la presse. Imagine le scandale. L'homme d'affaires respectable qui abandonne sa maîtresse enceinte. » André réfléchissait à toute vitesse. Robert Delacroix était maniaque de son image publique. Un scandale de cette ampleur pourrait effectivement le pousser à payer très cher pour acheter le silence. Qu'est-ce que tu veux en échange ? 50-50 sur ce que tu récupères, et je me charge de l'approche. La mère, Marianne Chevalier, a l'air d'être une femme bien, il faudra être subtil. André calculait déjà 800 000 € à rembourser, plus les intérêts et les pénalités. Il lui faudrait au minimum 1 million pour s'en sortir. Si Delacroix payait sans rechigner, il pourrait même voir plus grand. Comment on procède ? Tu me laisses faire ? Je vais d'abord observer cette Marianne, comprendre ses faiblesses. Une femme qui élève seule son fils, qui travaille comme serveuse. Elle doit avoir ses points sensibles. Jacques vida son café et se leva. « Laisse-moi 48 heures. Après ça, on passe à l'action. » André le regarda partir. Partagé entre l'espoir et l'angoisse, il venait de franchir une ligne rouge, mais avait-il vraiment le choix ? Dans 2 jours, l'audit révélerait ses malversations. Sa seule chance de s'en sortir résidait maintenant dans ce dossier explosif. Il rouvrit l'enveloppe et observa attentivement la photo de Marianne Chevalier, une femme simple, au visage fatigué mais digne. Elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point de devenir la clé de son salut ou de sa perte. Marianne essuyait mécaniquement les verres derrière le comptoir quand l'homme entra, plutôt séduisant. La quarantaine, costume froissé et regard fatigué, il s'installa au bar.
et commanda un café serré. « Vous êtes Marianne Chevalier ?» demanda-t-il après avoir bu quelques gorgées. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Cet homme avait cette façon particulière de la regarder, comme s'il savait des choses sur elle qu'elle ignorait elle-même. Ça dépend qui le demande. André Villeneuve, j'aimerais vous parler en privé. Je travaille, si vous voulez discuter, il faudra attendre la fermeture. André jeta un coup d'œil autour du bistrot presque vide. Seul un vieux monsieur lisait son journal près de la fenêtre. C'est au sujet de votre fils et de Robert Delacroix. Le verre que tenait Marianne lui échappa des mains et se brisa sur le sol. Le bruit attira l'attention de Michel, qui sortit de sa cuisine. « Tout va bien, Marianne ?»« Oui, juste maladroite. » Elle ramassa les morceaux, les mains tremblantes. « Monsieur Villeneuve, vous pouvez attendre quelques minutes. Je finis mon service et on pourra parler. » André acquiesça et commanda un deuxième café. Il observait Marianne nettoyer les débris de verre, notant sa nervosité, sa pâleur soudaine. Jacques avait eu raison. Cette femme cachait effectivement quelque chose. 21 minutes plus tard, ils étaient assis dans le petit square en face du bistrot. Marianne avait insisté pour sortir, ne voulant pas que Michel entende leur conversation. « Qu'est-ce que vous me voulez exactement ?» attaqua-t-elle sans préambule. André sortit une enveloppe de sa veste et en tira plusieurs photos. Marianne reconnut immédiatement les clichés. Elle et Robert, 16 ans plus tôt, se promenant main dans la main le long de la Seine, s'embrassant devant un café, sortant de sa chambre de bonne rue de Seine. « Où avez-vous eu ça ?» chuchota-t-elle. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai la preuve que Robert Delacroix et vous avez eu une liaison suivie entre 2007 et 2008 et que votre fils est né 9 mois après la fin de cette relation. » Marianne sentit le monde basculer autour d'elle. Pendant 16 ans, elle avait vécu dans l'illusion que son secret était enterré, que personne ne pourrait jamais faire le rapprochement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répéta-t-elle d'une voix blanche. « Votre aide pour récupérer ce qui m'appartient. Robert Delacroix me doit de l'argent, beaucoup d'argent, et vous allez m'aider à le récupérer. Je ne comprends pas. » André se pencha vers elle, son ton devenant plus menaçant. « C'est pourtant simple. Vous allez reprendre contact avec Robert, lui rappeler votre existence commune, et si nécessaire, lui faire comprendre que ce serait dommage que l'histoire de son fils caché s'étale dans la presse. Vous êtes en train de me proposer de faire du chantage. Je vous propose de reprendre ce qui vous revient de droit. Cet homme vous a abandonné enceinte. Vous a laissé vous débrouiller seul pour élever son fils. Il vous doit bien ça. » Marianne secoua la tête énergiquement. « Jamais. Je ne ferai jamais ça à Mathieu. Il ne sait même pas que Robert est son père. » Justement, imaginez son choc si la vérité sortait brutalement. Les journalistes qui débarquent chez vous, qui le traquent à la sortie de son lycée, qui étalent votre histoire dans tous les magazines. Votre fils brillant, fils caché du magnate Delacroix. Quel joli titre pour gala, vous ne trouvez pas. Les larmes montèrent aux yeux de Marianne. Elle voyait parfaitement la scène. Mathieu découvrant la vérité de la façon la plus humiliante possible. Sa vie détruite par un scandale dont il n'était pas responsable. « Combien ?» demanda-t-elle dans un souffle. « 1 million d'euros, pas mal pour 16 ans de pension alimentaire en retard. Et après, vous nous laissez tranquilles. Après, je disparais de votre existence. Mais attention, Marianne. » André se leva et lui tendit sa carte. « J'ai d'autres copies de ces photos et d'autres preuves. Si vous tentez de me doubler ou de prévenir Delacroix, l'histoire sortira quand même. Mais cette fois, sans le million. » Il s'éloigna, laissant Marianne seule sur le banc, les photos éparpillées autour d'elle comme les débris de sa vie tranquille. 3 jours s'écoulèrent avant qu'elle trouve le courage d'agir. 3 jours à tourner et retourner la carte d'André Villeneuve entre ses doigts, à regarder Mathieu faire ses devoirs, en se demandant comment elle allait pouvoir le protéger. Le jeudi soir, elle prit sa décision. Elle appela le restaurant où travaillait Robert autrefois, celui où ils s'étaient rencontrés. Le Procope existait toujours, et par miracle, ils avaient une table libre pour le lendemain soir. Elle réserva sous son nom, si Robert y venait encore parfois. Il verrait la réservation, sinon, elle aurait au moins essayé. Le vendredi soir, Marianne était assise à la même table où Robert lui avait déclaré son amour 16 ans plus tôt. Elle avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, et s'était maquillée avec soin. Pas pour le séduire, cette époque était révolue, mais pour garder un semblant de dignité. À 20 heures précises, il poussa la porte du restaurant,
Robert avait vieilli, évidemment, quelques rides au coin des yeux, les tempes grisonnantes. Mais il avait gardé cette prestance qui l'avait séduite autrefois. Il balaya la salle du regard, et leurs yeux se croisèrent. Cette fois, pas d'échappatoire possible. Il s'approcha lentement, comme un homme qui marche vers son exécution. « Marianne ? Robert ?» Il s'assit face à elle, visiblement mal à l'aise. « Comment tu as su que je venais encore ici ? Je ne savais pas. J'ai pris le risque. » Un silence pesant s'installa entre eux. Robert fixait ses mains, incapable de la regarder en face. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Parce que tu as proposé une bourse à mon fils. Ton fils est exceptionnel. Il mérite cette chance. Ton fils, Robert, pas le mien, le nôtre. » Les mots étaient ressortis plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu. Robert releva la tête, ses yeux verts écarquillés. « Qu'est-ce que tu dis ? Mathieu est né le 15 janvier 2009. Tu peux faire le calcul. » Robert pâlit instantanément. Elle le vit compter mentalement, réaliser l'évidence. « C'est impossible. Tu m'avais dit que... » « Que quoi ? Tu es parti, Robert. Tu as fui comme un lâche sans me laisser la chance de t'expliquer quoi que ce soit. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit pendant toutes ces années ? Pourquoi faire ? Pour que tu me donnes encore de l'argent en me disant d'oublier ton existence. » Robert baissa la tête. Honteux. Il se souvenait parfaitement de cette dernière enveloppe, de ces mots cruels griffonnés à la hâte. « Marianne, j'étais jeune, stupide. Mes parents préparaient mon mariage avec Valérie. L'entreprise familiale était en jeu. Tes excuses, garde-les pour ta conscience. Je ne suis pas venue ici pour ça. » Alors pourquoi ? Marianne prit une profonde inspiration. Le moment était venu de jouer la comédie la plus difficile de sa vie. Parce que quelqu'un sait, pour nous, pour Mathieu, et cette personne menace de tout révéler si tu ne paies pas. Robert se figea. Qui ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que Mathieu ne doit pas apprendre la vérité de cette façon, pas par les journaux, pas dans un scandale. Combien ? 1 million d'euros. Robert siffla entre ses dents. 1 million, c'est du chantage pur et simple. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça 16 ans de pension alimentaire. Ils se regardèrent en silence. Marianne lut dans les yeux de Robert un mélange de colère, de culpabilité et de quelque chose d'autre, de la curiosité. « Dis-moi », sa voix se fit plus douce. « Comment il est, Mathieu ?» Malgré elle, Marianne sentit son cœur se serrer. Dans cette question, elle reconnut l'homme qu'elle avait aimé. Intelligent, trop intelligent pour son âge, gentil, travailleur, rêveur. Il veut devenir ingénieur. Il me ressemble. Tes yeux, ton obstination quand il veut quelque chose, ta façon de froncer les sourcils quand il réfléchit. Robert ferma les yeux une seconde, comme pour digérer cette révélation. « Je paierai, » dit-il finalement, « mais je veux le voir. Je veux apprendre à connaître mon fils. Ce n'est pas à toi de décider ça, c'est à lui. Alors dis-lui la vérité. Pour l'instant, il croit que son père est mort dans un accident de voiture. C'était plus simple que d'expliquer qu'il avait été abandonné. » Ces mots frappèrent Robert comme une gifle. Il se leva brusquement. « J'aurai l'argent dans une semaine. Après ça, on trouvera un moyen de lui dire la vérité. Ensemble. » Il sortit du restaurant sans se retourner, laissant Marianne seule avec le poids de tout leur non-dit. Robert n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assis dans son bureau, face aux lumières de Paris qui scintillaient à travers les baies vitrées, il contemplait une photo trouvée sur Internet. Mathieu recevant son prix à l'Olympiade de mathématiques. Son fils, comment avait-il pu passer à côté de l'évidence ? Ses yeux verts si familiers, cette façon de pencher la tête quand il réfléchissait, tous ces détails qui lui avaient paru troublants lors de leur première rencontre prenaient maintenant tout leur sens. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un carnet de chèques. 1 million d'euros, une somme dérisoire comparée à ce qu'il avait perdu, 16 années de la vie de son fils, son téléphone vibra, un message de Valérie. Réunion parents d'élèves à 14h, n'oublie pas. Robert grimaça. Comment allait-il regarder Sébastien et Élodie maintenant ? En sachant qu'ils avaient un demi-frère qu'ils ignoraient, comment allait-il faire semblant que rien n'avait changé ? 3 jours plus tard, Robert garait sa Mercedes devant l'immeuble délabré de Belleville, où vivaient Marianne et Mathieu. L'ascenseur était en panne. Il gravit les 6 étages d'à pied, son costume Hugo Boss détonnant dans la cage d'escalier au mur tagué.
Il hésita longuement devant la porte avant de frapper. Monsieur Delacroix, Mathieu ouvrit, surpris mais visiblement ravi. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je passais dans le quartier et je me suis dit « J'aimerais voir comment tu vis, pour mieux comprendre ton parcours. » Marianne apparut derrière son fils, le visage fermé. « Mathieu, va faire tes devoirs dans ta chambre. Monsieur Delacroix et moi avons à parler. »« Mais maman, va, s'il te plaît. » Quand ils furent seuls dans le petit salon, Marianne fit face à Robert. « Qu'est-ce que tu fais ici ? On avait dit qu'on se contenterait de l'argent. Je voulais voir où grandit mon fils, comprendre sa vie. » Robert promenait son regard sur l'appartement modeste, mais impeccablement tenu. Les meubles étaient usés, mais propres. Les murs couverts de diplômes et de dessins de Mathieu enfant. Sur une étagère trônaient des dizaines de livres de mathématiques et de sciences. « Il lit vraiment tout ça ?» demanda-t-il en pointant la bibliothèque. « Depuis qu'il a 12 ans. Je les achète d'occasion. Parfois, il faut que j'économise pendant des mois pour un seul manuel. » Robert sentit sa gorge se serrer, pendant que son fils dévorait des livres de seconde main. Lui dépensait des fortunes en gadgets inutiles pour Sébastien et Élodie. « Marianne, tais-toi. » Sa voix était glaciale. « Tu n'as pas le droit de venir ici et de jouer les pères émus. Pas après 16 ans. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. » Nuance. Mathieu réapparut dans l'embrasure de la porte, un manuel de physique à la main. « Monsieur Delacroix, puisque vous êtes là, est-ce que vous pourriez m'expliquer quelque chose ? C'est sur la relativité restreinte. Je n'arrive pas à comprendre cette équation. » Robert regarda son fils s'approcher avec enthousiasme. Ses yeux brillants d'intelligence, il avait 15 ans et s'attaquait déjà à Einstein. « Montre-moi ça. » Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé défoncé. Robert expliqua patiemment les concepts complexes, impressionné par la rapidité avec laquelle Mathieu saisissait chaque notion. « Vous êtes formidable comme professeur !» s'exclama le garçon. « Vous devriez donner des cours à l'académie. Je ne suis qu'un homme d'affaires, Mathieu. Toi, tu as un vrai don. Maman dit toujours que j'ai hérité ça de mon père. Il était ingénieur avant son accident. » Robert croisa le regard de Marianne par-dessus la tête de leur fils. Elle détourna les yeux. Mais il avait vu la douleur qui s'y cachait. Les visites de Robert devinrent régulières, 2 fois par semaine. Il trouvait un prétexte pour passer voir Mathieu. Officiellement, il suivait les progrès de son futur boursier. En réalité, il rattrapait 16 années perdues. Il découvrait un fils extraordinaire, curieux de tout, généreux, respectueux. Mathieu lui racontait ses projets, ses rêves d'intégrer Polytechnique, de construire des ponts, de changer le monde avec les mathématiques. Chaque visite était un déchirement et une joie. Robert apprenait que Mathieu collectionnait les puzzles impossibles, qu'il avait enseigné les échecs aux enfants du quartier, qu'il économisait depuis 2 ans pour offrir des vacances à sa mère. Il n'a jamais eu de vraies vacances, expliqua Marianne un soir. Alors que Mathieu était sorti acheter du pain, toujours les mêmes 3 semaines chez ma sœur en Normandie. Et toi, tu n'as jamais pensé à refaire ta vie. Marianne eut un rire amer. Avec quel temps, quel argent, entre mes 2 boulots et Mathieu. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer l'âme sœur. 2 boulots, le restaurant et le ménage dans des bureaux. La nuit, depuis que Mathieu a 10 ans, Robert encaissa l'information comme un coup de poing, pendant qu'elle s'épuisait pour élever leur fils. Lui profitait de sa fortune familiale, de son mariage arrangé, de sa vie dorée. Mais ces visites répétées n'échappèrent pas longtemps à Valérie. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un vernissage, elle croisa Robert dans l'escalier de l'immeuble de Belleville. « Tiens, tiens !» dit-elle de sa voix glacée. « Voilà donc où tu passes tes soirées. » Robert se figea, pris en flagrant délit. « Valérie, je peux t'expliquer. » « Inutile, Jacques m'a tout raconté. » Elle monta les marches jusqu'à l'appartement de Marianne et sonna. Quand la porte s'ouvrit, les 2 femmes se dévisagèrent en silence. Valérie vit une femme de son âge, simplement vêtue mais digne, aux traits fatigués mais harmonieux. Marianne découvrit l'épouse de Robert, blonde, sophistiquée, chaque détail de sa tenue valant probablement plus que son salaire mensuel. « Vous êtes Marianne Chevalier » dit Valérie. Ce n'était pas une question. « Et vous, Valérie Delacroix, entrez. » Mathieu était dans sa chambre. Robert était parti depuis 1 heure. Les 2 femmes s'installèrent face à face dans le petit salon. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» attaqua Valérie sans préambule. « Rien. Je n'ai jamais rien demandé à votre mari. » « Vraiment ? Et ce chantage à 1 million d'euros ?» Marianne tressaillit.
Comment Valérie pouvait-elle être au courant? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah non. Alors expliquez-moi. Une ancienne maîtresse ressurgit après 16 ans avec un fils à problème et par pure coïncidence, mon mari lui propose une bourse et commence à leur rendre visite. Mathieu n'a aucun problème. C'est un garçon brillant qui mérite sa chance. Brillant. Peut-être, mais illégitime. Et ça pose problème. Valérie sortit une enveloppe de son sac Hermès et la posa sur la table basse. 50 000 €, cash, en échange. Vous disparaissez, vous et votre fils. Vous déménagez, vous changez de nom si nécessaire. Mais vous sortez de nos vies. Marianne regarda l'enveloppe sans la toucher. Et Mathieu, sa bourse, ses études. Il y a d'excellents lycées en province. Avec cette somme, vous pourrez lui offrir des cours particuliers pendant ces 2 dernières années. Vous me demandez de sacrifier l'avenir de mon fils pour protéger votre confort. Je vous demande de préserver ma famille. Mes enfants ne méritent pas de voir leur père traîner dans la boue à cause d'une erreur de jeunesse. Marianne se leva lentement. Votre mari a un fils, Madame Delacroix, que ça vous plaise ou non, et ce fils a le droit de connaître son père. Mon mari a 2 enfants, légitimes, reconnus, aimés. La cruauté de ces mots frappa Marianne en plein cœur, mais elle ne s'y a pas. Gardez votre argent et sortez de chez moi. Valérie se leva avec élégance, ramassa son enveloppe. Vous faites une erreur, Marianne, une grosse erreur. Le lendemain matin, Sébastien et Élodie Delacroix arrivèrent à l'académie avec des instructions précises de leur mère. Ils repérèrent rapidement Mathieu dans la cour de récréation, seul avec ses livres comme d'habitude. Alors, c'est toi le petit génie des maths, lança Sébastien en s'approchant avec sa bande d'amis. Mathieu leva les yeux, surpris. Il reconnaissait le fils de son bienfaiteur, mais il ne s'était jamais parlé. Bonjour Sébastien. Dis-moi, tu viens d'où exactement? Parce que tout le monde se demande comment un type de ton milieu a pu arriver ici. Mon milieu. Mathieu ne comprenait pas l'agressivité soudaine. Belleville, c'est ça. Ta mère qui fait la plonge dans un bistrot. Elle est serveuse, corrigea Mathieu, les joues rougissant. Élodie s'approcha à son tour, un sourire mauvais aux lèvres. Maman dit que certaines personnes profitent de la générosité de papa, que parfois, il faut se méfier des opportunistes. Je ne comprends pas. Oh mais si, tu comprends très bien, siffla Sébastien. Tout le monde sait que tu es là grâce à la pitié, alors évite de faire comme si tu étais notre égal. Ils s'éloignèrent en ricanant. Laissant Mathieu seul et humilié, pour la première fois depuis son arrivée à l'académie, il se sentit vraiment étranger à ce monde, et il commença à se poser des questions qui allaient tout changer. Les rumeurs se propageaient dans l'académie Delacroix comme une traînée de poudre. Mathieu les entendait chuchoter sur son passage. Le protégé du directeur, le pauvre de Belleville, celui qui mange grâce à la charité. Chaque regard en coin, chaque sourire narquois était un coup de poignard dans sa fierté. Ce mercredi matin, alors qu'il sortait de son cours d'anglais, Mathieu tomba nez à nez avec Sébastien et sa clique dans le couloir principal. « Tiens, voilà notre petit Einstein des banlieues », lança Sébastien assez fort pour que tous les élèves l'entendent. « Laisse-moi passer », marmonna Mathieu en serrant ses livres contre sa poitrine. « Oh, mais on ne te dérange pas, on est juste curieux. Dis-nous, c'est vrai que ta mère couche avec mon père pour payer tes études ?» Le silence se fit dans le couloir. Tous les élèves s'étaient arrêtés, formant un cercle autour d'eux. Mathieu sentit le sang quitter son visage. « Qu'est-ce que tu dis ?» Élodie s'approcha, fausse compassion dans la voix. « Oh, le pauvre, il ne sait pas. Maman nous a tout expliqué. Ton père n'est pas mort dans un accident. » « Mathieu, ta mère a juste inventé ça pour cacher qu'elle ne savait pas qui était le père. Vous mentez, et maintenant, elle profite de la gentillesse de papa, » continua Sébastien. « Une ancienne, comment dit-on déjà, maîtresse, elle est revenue avec son bâtard pour réclamer de l'argent. Fermez-la » explosa Mathieu. Sa voix résonna dans tout le couloir. Il tremblait de rage et d'humiliation, les larmes au bord des yeux. Autour d'eux, les élèves filmèrent la scène avec leur téléphone. « Touché » ricana Sébastien. « Tu vois bien que c'est vrai, sinon, pourquoi tu réagirais comme ça ?» Mathieu lâcha ses livres et se jeta sur Sébastien. Ils roulèrent au sol sous les cris excités des autres élèves. C'est dans cette position que les trouva Madame Beaumont, la directrice adjointe. « Stop, séparez-vous immédiatement. » 1 heure plus tard, Mathieu était assis dans le bureau de la directrice,
L'œil au beurre noir et la chemise déchirée, Madame Beaumont avait appelé sa mère et l'attendait pour un entretien, quand Marianne poussa la porte. Essoufflée d'avoir couru depuis le restaurant, elle découvrit son fils dans un état lamentable. « Mon Dieu !»« Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Votre fils s'est battu avec Sébastien Delacroix, » expliqua la directrice. « Apparemment, il y a eu des mots échangés. »« Quels mots ?» demanda Marianne, bien qu'elle devine déjà la réponse. Mathieu releva la tête, ses yeux verts brillant de colère et de douleur. « Ils ont dit que tu couchais avec Monsieur Delacroix, que j'étais un bâtard, que mon père n'était pas mort. » Le monde s'effondra autour de Marianne. 16 ans de mensonges venaient d'exploser en une phrase. « Madame Chevalier » intervint la directrice. « Je pense qu'il serait préférable que Mathieu rentre chez lui pour aujourd'hui. Nous reprendrons cette discussion demain, quand les esprits seront calmés. » Le trajet en métro se déroula dans un silence de plomb. Mathieu fixait le sol, refusant de regarder sa mère. Marianne sentait son cœur se déchirer à chaque station qui passait. Une fois dans leur appartement, Mathieu explosa. « C'est vrai, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. » Marianne ferma les yeux. Le moment qu'elle redoutait depuis 16 ans était enfin arrivé. « Mathieu, assieds-toi, il faut qu'on parle. »« Non, je veux juste savoir. Mon père, il est vivant ou pas ? » « Il est vivant. » Ces 3 mots tombèrent comme un couperet. Mathieu vacilla, dut s'appuyer au mur. « Depuis le début, tu m'as menti, depuis 16 ans. Je voulais te protéger. Me protéger. » « De quoi ? De connaître mon père ?» Marianne s'approcha de lui, mais Mathieu recula. « Ne me touche pas. Dis-moi qui c'est. Dis-moi qui est mon père. » Robert Delacroix. Le nom flotta dans l'air comme une bombe à retardement. Mathieu ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Incapable de parler, « Monsieur Delacroix, le président de l'académie. Oui, mais pourquoi il ne m'a jamais dit, quand il venait ici, quand on parlait ensemble ? Parce qu'il l'a appris il y a seulement quelques semaines. Le soir où tu as gagné le concours, Mathieu se laissa tomber sur le canapé, sous le choc. Raconte-moi tout, depuis le début. » Marianne s'assit en face de lui, cherchant ses mots. « J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré. J'étudiais la littérature à la Sorbonne. Lui préparait son diplôme de commerce. On s'est aimé pendant 2 ans, vraiment aimé. Et après, ses parents avaient arrangé son mariage avec Valérie Moreau pour les affaires, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. » Sa voix se brisa. Il a eu peur. Il a choisi sa carrière, sa famille, son avenir. Il m'a laissé une enveloppe avec de l'argent et m'a dit d'oublier son existence. Et tu l'as fait. Tu as pris l'argent. Non, j'ai déchiré le chèque et j'ai décidé de t'élever seule plutôt que d'accepter son aumône. Mathieu resta silencieux un long moment, digérant ses révélations. Et maintenant, pourquoi il revient dans notre vie ? Marianne hésita. Comment expliquer le chantage d'André sans impliquer son fils ? Quelqu'un a découvert notre secret ? Cette personne menaçait de tout révéler dans la presse si Robert ne payait pas. Du chantage, en quelque sorte. J'ai contacté Robert pour le prévenir. Je ne voulais pas que tu apprennes la vérité par les journaux. Donc il sait, depuis des semaines, il sait qu'il est mon père. Et il n'a rien dit. La colère montait dans la voix de Mathieu. Il voulait apprendre à te connaître d'abord. Comprendre qui tu étais devenu. Comprendre. Mathieu bondit du canapé. Il a eu 16 ans pour comprendre. 16 ans pour être là. Mathieu, calme-toi. Me calmer. Ma vie entière est un mensonge. Mon père est vivant, riche, puissant, et il a préféré jouer au bienfaiteur plutôt que d'assumer. Il se dirigea vers la porte. « Où tu vas ? » ?»« Le voir, je vais aller le voir, et lui dire ce que je pense de lui. » Mathieu, non, pas comme ça. Mais il était déjà parti. Claquant la porte derrière lui, Robert terminait une réunion au conseil d'administration quand sa secrétaire frappa à la porte de son bureau. « Monsieur Delacroix, il y a un jeune homme qui demande à vous voir. Il dit que c'est urgent et personnel. » Son nom ? Mathieu Chevalier. Robert sentit son estomac se nouer. Il congédia rapidement les derniers administrateurs et fit entrer son fils. Mathieu se tenait dans l'embrasure de la porte, l'œil tuméfié, les vêtements froissés, le regard dur. Robert ne l'avait jamais vu dans cet état. « Mathieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Vos enfants, vos vrais enfants, ils m'ont dit la vérité. » Robert ferma les yeux. Il avait redouté ce moment. « Entre et ferme la porte. On va parler. Parlez. Maintenant vous voulez parler. »
Mathieu s'avança dans le bureau luxueux, ses yeux balayant les diplômes, les photos de famille sur le bureau. Pendant des semaines, vous êtes venu chez nous. Vous avez joué au mentor bienveillant. Et tout ce temps, vous saviez. Mathieu, vous saviez que vous étiez mon père. Le cri résonna dans le bureau. Robert se leva lentement. Oui, je savais. Et vous n'avez rien dit. Vous m'avez regardé vous appeler Monsieur de la Croix en sachant que j'étais votre fils. Je voulais te connaître d'abord. Voir l'homme que tu étais devenu sans moi, sans vous. Mathieu eut un rire amer. Vous parlez comme si vous étiez mort. Vous étiez là, vivant, à quelques kilomètres. Et vous avez choisi de ne pas être mon père. Robert contourna son bureau, tentant de s'approcher. J'étais jeune, j'avais peur. Vous aviez peur. Mathieu recula. Et ma mère, vous croyez qu'elle n'avait pas peur, à 20 ans, enceinte, abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Mathieu, écoute-moi. Non, c'est fini d'écouter. 16 ans que j'écoute des mensonges. Il pointa le doigt vers les photos sur le bureau. Eux, ils ont eu un père, des vacances, des cadeaux, une famille normale. Moi, j'ai eu quoi? Une mère qui s'épuise au travail, des fins de mois difficiles et des rêves de connaître un père mort. Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu as raison, j'ai été lâche. Mais maintenant quoi? Vous voulez rattraper le temps perdu, m'acheter avec votre argent et vos écoles de riches. Je veux être ton père. Il est trop tard. Mathieu se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Gardez votre argent, gardez votre bourse, gardez votre famille parfaite. Moi, j'ai déjà un père. Il s'appelle Marianne Chevalier, et c'est elle qui m'a élevé. Il sortit en claquant la porte, laissant Robert seul avec le poids de 16 années d'erreur. 3 jours s'écoulèrent, dans un silence pesant. Mathieu n'était pas retourné à l'académie, prétextant une grippe. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre, alternant entre colère et désespoir. Marianne n'osait plus lui parler, se contentant de déposer ses repas devant sa porte. Le vendredi soir, n'y tenant plus, elle frappa doucement. « Mathieu, il faut qu'on parle. Va-t'en. Mon chéri, tu ne peux pas rester comme ça éternellement. » La porte s'ouvrit brusquement. Mathieu apparut, les cheveux en bataille, les yeux rougis. « Éternellement, tu parles de quoi? De mes 16 années de mensonges ou des 3 jours où j'essaie de digérer que ma vie entière est une fiction. Mathieu. Non, maman, assez. Je sais que tu voulais me protéger, mais regarde le résultat. Je me suis ridiculisée devant toute l'école. J'ai découvert que mon bienfaiteur était en fait mon père. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis. Il s'effondra sur son lit, la tête dans les mains. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est pas qu'il m'ait abandonné, c'est qu'il ait eu le culot de revenir et de jouer au papa poule sans rien dire. Marianne s'assit près de lui. Il ne savait pas comment s'y prendre. C'est un homme qui a l'habitude de contrôler sa vie. Et là, il a découvert qu'il avait un fils intelligent et il s'est dit que ça pourrait être intéressant à récupérer. Ce n'est pas ça, Mathieu. Alors c'est quoi? Explique-moi pourquoi un homme qui m'a ignoré pendant 16 ans décide soudain de s'intéresser à moi. Marianne chercha ses mots. Comment expliquer à son fils que Robert semblait sincèrement bouleversé par sa découverte? Je pense qu'il regrette, vraiment, et qu'il essaie de réparer. Réparer. Mathieu se leva d'un bond. Maman, on ne répare pas 16 ans d'absence avec quelques visites et une bourse d'études. Il attrapa sa veste. Où tu vas? Finir ce que j'ai commencé. Il faut qu'on ait une vraie conversation. Lui et moi. Une conversation d'homme à homme. Les bureaux de Delacroix en associé étaient presque déserts à cette heure. Seules quelques fenêtres brillaient encore dans la tour de verre. Mathieu connaissait les habitudes de Robert maintenant, le vendredi soir. Il restait tard pour boucler ses dossiers de la semaine. Il prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage et se dirigea vers le bureau directoriel. La secrétaire était partie, mais la porte était entr'ouverte. « Monsieur Delacroix. » Robert leva les yeux de ses documents. Il sembla vieillir de 10 ans en voyant Mathieu dans l'embrasure. « Mathieu, tu vas mieux? »« Non. Et vous ?» Robert désigna le fauteuil face à son bureau. « Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? »« Non. Merci. Je ne vais pas rester longtemps. » Mathieu prit place mais resta sur le bord du fauteuil. Prêt à partir, Robert observa son fils, plus mince qu'avant, les traits tirés, mais toujours cette détermination dans le regard. « Tu as des questions? Je t'écoute. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez abandonné ma mère ?» Robert se cala dans son fauteuil. Les mains jointes. J'avais 22 ans.
Mes parents avaient tout planifié pour moi. Mes études, mon mariage, ma carrière. Quand Marianne m'a annoncé sa grossesse. Vous avez eu peur de décevoir papa-maman? Le sarcasme dans la voix de Mathieu fit mal à Robert. C'est plus compliqué que ça. Mon père avait construit cette entreprise de ses mains. Il comptait sur moi pour la reprendre. Le mariage avec Valérie ouvrait des portes importantes. Et ma mère ne rentrait pas dans le plan. Non, au moins, il était honnête. Mathieu encaissa cette vérité brutale. Vous l'aimiez. Robert hésita une seconde de trop. Oui, je l'aimais, mais pas assez pour choisir notre famille plutôt que la vôtre. Non, pas assez. Ces mots résonnèrent dans le bureau comme une gifle. Mathieu sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Au moins, maintenant, c'est clair. Mathieu, tu ne peux pas comprendre la pression que j'avais sur les épaules. Stop. Mathieu se leva brusquement. Arrêtez avec vos excuses, vous aviez le choix. Et vous avez choisi l'argent et le pouvoir. J'avais 22 ans. Ma mère en avait 20. Et elle a choisi de me garder. Elle a choisi de sacrifier ses études, sa jeunesse, ses rêves pour élever votre fils. Robert baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de Mathieu. Tu as raison, elle a été courageuse, et moi lâche. Enfin, on progresse. Mathieu fit quelques pas vers la baie vitrée, contemplant Paris qui scintillait en contrebas. Vous savez ce qui me dégoûte le plus dans cette histoire? Dis-moi, c'est pas votre lâcheté d'il y a 16 ans? C'est votre hypocrisie d'aujourd'hui. Il se retourna vers Robert. Quand vous avez découvert que j'étais votre fils, vous auriez pu avoir 2 réactions. Soit vous assumiez et vous me disiez la vérité, soit vous disparaissiez de notre vie pour nous épargner le chaos. Mathieu, mais non. Vous avez choisi la pire des solutions. Vous avez joué au père secret, savourant vos retrouvailles en douce sans prendre le moindre risque. Robert se leva à son tour, agacé par cette analyse impitoyable. Tu crois que c'était facile pour moi? Découvrir que j'avais un fils, voir l'homme remarquable qu'il était devenu sans moi. Difficile. Vous voulez parler de difficulté? Mathieu s'approcha du bureau. Difficile. C'est de grandir en se demandant pourquoi on n'a pas de père. Difficile. C'est de voir sa mère pleurer en cachette parce qu'elle n'arrive pas à payer les factures. Difficile. C'est de mentir à ses copains sur les vacances qu'on n'a jamais eues. Je sais, Vous ne savez rien, explosa Mathieu. Vous ne savez rien de ma vie. Rien de mes nuits blanches à me demander si j'étais assez bien pour mériter l'amour d'un père, rien de ma culpabilité de coûter si cher à ma mère. Les mots sortaient comme un torrent, 16 ans de frustration et de douleur refoulées. Et le pire, vous savez quoi? C'est que quand vous avez débarqué avec votre bourse et vos grands airs, j'ai cru au miracle, j'ai cru qu'enfin, quelqu'un me trouvait assez bien pour m'aider. Mais c'était juste votre conscience qui vous rattrapait. Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. Chaque mot de Mathieu était un coup de poignard dans sa culpabilité. Mathieu, si tu savais comme je regrette, vos regrets, je m'en fiche. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Comment ça? Maintenant que tout est découvert? Maintenant que votre femme sait, que vos enfants savent, que toute l'école sait, qu'est-ce que vous allez faire? Robert resta silencieux. Il n'avait pas de réponse. Vous allez retourner à votre petite vie parfaite, faire comme si rien ne s'était passé, ou vous allez enfin assumer d'avoir un 3e enfant. C'est compliqué, Mathieu, Valérie, les enfants, l'entreprise, toujours les mêmes excuses, toujours les mêmes priorités. Mathieu secoua la tête, écœuré. Vous savez quoi? J'ai eu ma réponse. Au fond, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même lâche qu'il y a 16 ans. Il se dirigea vers la porte. Mathieu, attends. Non, j'ai compris. Vous voulez être mon père quand ça vous arrange, dans vos petites visites secrètes. Mais assumez publiquement. Ça, c'est trop compliqué pour vous. Ce n'est pas ça. Alors prouvez-le. Prouvez-moi que vous avez changé. Prouvez-moi que votre fils vaut plus que votre réputation. Robert se leva précipitamment. Comment? Dis-moi comment. Mathieu s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. Je ne sais pas, c'est à vous de trouver, mais jusqu'à ce que vous le fassiez, ne revenez plus nous voir. Ma mère et moi, on a assez souffert de vos hésitations. Mathieu, mais il était déjà parti. Robert resta seul dans son bureau, face à ses certitudes ébranlées. Pour la première fois de sa vie, il réalisait que l'argent et le pouvoir ne suffisaient pas à résoudre tous les problèmes, et que parfois, il fallait choisir entre ce qu'on possède et ce qu'on aime vraiment. Mathieu passa le week-end enfermé dans sa chambre,
Mais cette fois, ce n'était pas pour broyer du noir. Il était devant son ordinateur portable, les yeux rivés sur l'écran, ses doigts volant sur le clavier. Sa mère l'entendait parler tout seul, marmonnant des calculs et des stratégies qu'elle ne comprenait pas. Le lundi matin, il émergea de sa tanière, habillé et prêt pour l'école, l'air déterminé. « Tu retournes à l'académie ?» s'étonna Marianne. « Oui, j'ai des choses à régler. Mathieu, si c'est pour te battre encore avec Sébastien ? » ?»« Non, maman, cette fois, je vais utiliser mes vrais talents. » Il l'embrassa sur la joue et sortit, laissant Marianne perplexe mais soulagée de le voir reprendre du poil de la bête. À l'académie, Mathieu ignora superbement les regards et les chuchotements. Il avait un plan, et rien ne l'en détournerait. En cours de mathématiques, il fut brillant comme à son habitude, mais après les classes, au lieu de rentrer directement chez lui, il se dirigea vers la bibliothèque, il s'installa devant un ordinateur et commença ses recherches. André Villeneuve, ce nom lui disait quelque chose, mais il ne savait pas pourquoi. Sa mémoire photographique lui permettait de retenir une quantité impressionnante d'informations. Et ce nom était quelque part dans ses souvenirs. Il fouilla dans les archives en ligne de Le Figaro, Les Échos, tous les journaux économiques qu'il pouvait trouver. André Villeneuve, directeur financier adjoint chez Delacroix & Associés, arrivé dans l'entreprise il y a 6 ans, salaire confortable, profil discret. Puis Mathieu eut une idée. Il se connecta sur le forum des anciens élèves de l'académie. Son statut de boursier lui donnait accès à toutes les ressources de l'école. Il tapa André Villeneuve dans la barre de recherche. Bingo, André Villeneuve, promotion 1998, section économique. Mathieu cliqua sur son profil et découvrit une information intéressante. André avait été exclu de l'école en terminale pour comportement inapproprié lors des examens. Autrement dit, il avait triché. Intéressant, murmura Mathieu. Il approfondit ses recherches, explorant les réseaux sociaux d'André, Facebook, LinkedIn, Instagram. L'homme menait un train de vie qui semblait au-dessus de ses moyens. Voitures de luxe, restaurants étoilés, voyages coûteux, pour un simple directeur financier adjoint. C'était surprenant. Mathieu nota tout méticuleusement. Puis il eut une autre idée, plus audacieuse. Le mardi soir, Mathieu attendait dans le café en face des bureaux de Delacroix & Associés. Il avait étudié les habitudes d'André Villeneuve. Chaque mardi, l'homme sortait vers 19h30 et s'arrêtait au café de la Bourse pour prendre un verre avant de rentrer chez lui. À 19h35 précise, André poussa la porte du café. Il avait l'air tendu, nerveux, consultait sans cesse son téléphone. Mathieu l'observa commander un whisky. Pas son premier de la journée, à en juger par ses gestes, le jeune homme se leva et s'approcha du bar. « Monsieur Villeneuve. » André se retourna, surpris de voir ce gamin qu'il ne connaissait pas. « Oui. Qu'est-ce que tu veux, petit ? Je suis Mathieu Chevalier. Je crois que vous connaissez ma mère. » Le visage d'André changea instantanément. Il jeta un coup d'œil nerveux autour d'eux. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais vous parler de votre petite combine avec ma mère. Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mathieu sortit son téléphone et fit mine de consulter ses notes. André Villeneuve, 43 ans, directeur financier adjoint chez Delacroix & Associés, salaire annuel 65 000 €, dépenses annuelles estimées 120 000 € minimum. André pâlit. « Comment tu sais ça ? J'ai fait mes devoirs. Comme pour vos antécédents à l'académie, exclusion pour tricherie, ça ne vous rappelle rien. Écoute, gamin. » « Non, vous écoutez. » Mathieu se rapprocha, sa voix devenant glaciale. « Je sais que vous faites chanter ma mère. Je sais que vous utilisez des photos pour extorquer de l'argent à Robert Delacroix. Tu n'as aucune preuve. » « Vraiment. » Mathieu sourit. « Vous voulez parier ?» Il sortit un petit dictaphone de sa poche. « Vous savez ce que c'est, un enregistreur numérique, très pratique pour les cours de langue ou pour enregistrer des conversations intéressantes. » André commença à transpirer. « Qu'est-ce que tu veux ? Que vous arrêtiez votre petit jeu, que vous laissiez ma famille tranquille. Impossible, j'ai besoin de cet argent. Pourquoi ? Dette de jeu, maîtresse coûteuse, ou alors... » Mathieu fit semblant de réfléchir. « Oh, attendez, l'audit comptable chez Delacroix & Associés. J'ai lu ça dans les Échos. Il vérifie tous les comptes, n'est-ce pas ? Ça doit être stressant pour quelqu'un qui a des choses à cacher. » André vida son verre d'un trait. « Tu joues avec le feu ? Petit, tu ne sais pas à qui tu as affaire.
Un escroc qui va se faire pincer, un lâche qui s'attaque à une femme seule ou juste un rat qui a besoin d'argent pour couvrir ses malversations. « Ferme-la !» André avait crié. Tous les clients du café se tournèrent vers eux. Mathieu sourit calmement. « Doucement, monsieur Villeneuve. On nous regarde. » André se rassit, tentant de reprendre contenance. « Qu'est-ce que tu proposes ?»« Rien, je ne propose rien. J'exige. Vous arrêtez votre chantage. Vous rendez toutes les photos à ma mère. Et vous disparaissez de nos vies. Et en échange, je ne révèle pas à Robert Delacroix que son directeur financier adjoint est un voleur. » André rit nerveusement. « Tu n'as aucune preuve de ça non plus. » Mathieu sortit son téléphone et lui montra l'écran. André reconnut des captures d'écran de ses comptes bancaires, de ses relevés de carte de crédit. « Comment tu as eu ça ? Vous devriez changer vos mots de passe plus souvent. Argent 123. Vraiment, pour un directeur financier, vous manquez d'imagination. » André réalisa qu'il avait sous-estimé ce gamin. « Gravement sous-estimé, tu as piraté mes comptes. Disons que j'ai exploré et j'ai trouvé des choses très intéressantes, des virements suspects, des factures douteuses, des sociétés écrans. » Mathieu se pencha vers lui. « Vous savez ce qui va se passer si l'audit tombe sur ces informations ? Prison ferme. Minimum 5 ans pour détournement de fonds. Tu bluffes. Vous voulez vérifier. » Mathieu commença à composer un numéro sur son téléphone. « J'appelle qui d'après vous ? Robert Delacroix ou directement la brigade financière ? » « Stop !» André lui attrapa le bras. « Qu'est-ce que tu veux exactement ? Je vous l'ai dit, vous laissez ma famille tranquille et vous assumez vos erreurs. Mes erreurs. Vous vous dénoncez, vous avouez vos détournements avant que l'audit les découvre. Peut-être que ça jouera en votre faveur devant le juge. » André était livide. « C'est du suicide professionnel. C'est mieux que la prison. Et puis, qui sait, peut-être que Robert Delacroix sera clément s'il découvre que vous avez eu le courage d'avouer. » Mathieu rangea son téléphone et se leva. « Vous avez jusqu'à demain midi pour prendre votre décision. Après ça, je révèle tout. Et si je refuse? Alors j'espère que vous aimez les rayures, parce que l'uniforme de prisonnier, ça va être votre look pour les prochaines années. » Le lendemain matin, Mathieu était en cours de philosophie quand son téléphone vibra. Un message de sa mère. « André Villeneuve est venu ce matin. Il m'a rendu toutes les photos et s'est excusé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mathieu sourit discrètement. Phase 1. Accompli. À 14h, il reçut un autre message. Cette fois de Robert. « André Villeneuve vient de démissionner. Il a avoué des détournements de fonds. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça maintenant. Tu sais quelque chose ?» Mathieu éteignit son téléphone. Il avait encore du travail. Le soir même, Mathieu retrouva sa mère dans leur petit salon. Elle l'attendait, les photos d'André étalées sur la table. « Comment tu as fait ?» demanda-t-elle. « J'ai utilisé ce que tu m'as appris. Quoi donc ? Que l'intelligence sans courage ne sert à rien, mais que le courage sans intelligence mène à la catastrophe. » Marianne sourit, fière de son fils. « Et maintenant, on passe à la phase 2, qui est… » Mathieu regarda les photos de ses parents. Jeunes, heureux, insouciants. « Maintenant, on va voir si Robert Delacroix mérite vraiment d'être mon père. » Robert contemplait les démolisseurs qui s'activaient sur le chantier du 15e arrondissement quand sa secrétaire entra dans son bureau, un dossier à la main et l'air préoccupé. « Monsieur Delacroix, j'ai reçu un appel étrange ce matin. Un journaliste du Parisien qui voulait confirmer une information concernant votre famille. » Robert se figea. Quel genre d'information ? Il parlait d'un fils. Non déclaré, il a mentionné le nom de Mathieu Chevalier. Le sang de Robert ne fit qu'un tour, malgré la démission d'André. Quelqu'un d'autre avait-il découvert son secret ? Il attrapa son téléphone. « Passez-moi Jacques Henriot, immédiatement. » Chez les Chevaliers. Mathieu terminait tranquillement ses devoirs de mathématiques quand Marianne rentra du restaurant, essoufflée et paniquée. « Mathieu, il faut qu'on parle. J'ai reçu un appel bizarre au travail. »« Du Parisien ?» demanda calmement Mathieu sans lever les yeux de ses équations. « Comment tu sais ça ?» Il ferma son cahier et se tourna vers sa mère. « Parce que c'est moi qui les ai appelés. » « Quoi ?» Marianne faillit lâcher son sac. « Mathieu, qu'est-ce que tu as fait ? Ce qui devait être fait, j'ai raconté notre histoire. Mais pourquoi ? Je croyais qu'on était d'accord pour rester discret. » Mathieu se leva et alla chercher son ordinateur portable. « Maman, assieds-toi.
il faut que je t'explique quelque chose. » Il ouvrit un fichier et lui montra l'écran, des dizaines de captures d'écran, de documents, d'enregistrements audio. Voilà tout ce que j'ai découvert sur André Villeneuve, ses détournements, ses menaces, son chantage, mais aussi autre chose. Il cliqua sur un autre dossier. Jacques Henriot, le détective privé qui travaille pour Valérie Delacroix. C'est lui qui a fourni les photos à André. Et devine quoi? Il en a gardé des copies. Marianne pâlit. Tu veux dire que même si André a disparu, Jacques peut recommencer le chantage quand il veut, pour Valérie ou pour son propre compte. Il ferma l'ordinateur et regarda sa mère droit dans les yeux. « Maman, tant qu'on restera caché, on sera vulnérable. Des gens comme André ou Jacques pourront toujours nous menacer. La seule façon de s'en sortir, c'est de prendre les devants. Mais Mathieu, l'exposition médiatique, les conséquences. Justement, si c'est nous qui racontons notre histoire, on contrôle le narratif. Sinon, ce sera eux qui décideront comment nous présenter. » Marianne s'effondra dans le canapé. « Tu as vraiment tout organisé. » »« Pas tout, pas encore. » Mathieu s'assit près d'elle. « L'article du Parisien sort demain matin. J'ai tout raconté. Notre histoire, l'abandon de Robert, ta lutte pour m'élever seule, mes études, la bourse, tout. Et Robert, il est au courant. Pas encore, mais il va l'être très bientôt. » Le téléphone de Robert sonnait sans arrêt. Valérie, hystérique, hurlait depuis 1 heure dans son bureau. Sébastien et Élodie, convoqués d'urgence, étaient assis face à lui, blêmes et silencieux. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» criait Valérie. « 16 ans de mariage, et j'apprends par les journaux que tu as un bâtard. » « Valérie, calme-toi. » « Me calmer. Mes parents lisent Le Parisien. Mes amis lisent Le Parisien. Demain matin, tout Paris saura que mon mari m'a trompée avec une servante. » Sébastien leva la main timidement. « Papa, c'est vrai, Mathieu est vraiment notre demi-frère. » Robert regarda ses enfants légitimes. Sébastien, 12 ans, intelligent mais gâté, habitué à ce que tout lui soit dû. Élodie, 10 ans, déjà coquette et capricieuse comme sa mère. Comment leur expliquer qu'ils avaient un frère plus méritant qu'eux? « Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ?» demanda Élodie d'une petite voix. « Parce que j'ai fait des erreurs, des grosses erreurs. » Valérie explosa à nouveau. « Des erreurs. Tu appelles ça des erreurs. Tu as couché avec cette fille, tu l'as mise enceinte et tu nous as menti pendant des années. J'avais 22 ans. » Valérie, j'étais jeune, stupide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Robert se leva et alla regarder par la fenêtre. En bas, il pouvait voir des journalistes qui commençaient à se rassembler devant l'immeuble. « Maintenant, on assume. » « Comment ça? »« On assume. On dit la vérité, toute la vérité. » Valérie le regarda comme s'il était devenu fou. « Tu veux reconnaître publiquement ce bâtard. Ce bâtard, comme tu dis, est mon fils. Et il vaut mieux que nous tous réunis. » Le silence qui suivit était lourd de menaces. Valérie comprit que quelque chose avait définitivement changé chez son mari. Le lendemain matin, l'article du Parisien fit l'effet d'une bombe. Le fils caché du magnate Delacroix s'étalait en première page, avec une photo de Mathieu recevant son prix de mathématiques. L'article était habilement rédigé. Il présentait Marianne comme une jeune femme courageuse, abandonnée par son amant riche, qui avait élevé seul un fils prodige. Mathieu apparaissait sous les traits d'un génie des mathématiques, boursier méritant, exemple de réussite malgré l'adversité. Quant à Robert, il était dépeint comme un homme d'affaires qui avait privilégié sa carrière au détriment de ses responsabilités paternelles, mais qui tentait maintenant de rattraper ses erreurs. L'article se terminait par une déclaration de Mathieu. « Je ne demande rien à Robert Delacroix, ni reconnaissance, ni argent, ni excuse. Je veux juste qu'il assume ses choix. S'il veut être mon père, qu'il le prouve publiquement, sinon, qu'il nous laisse tranquilles. » À 10h du matin, Robert convoqua une conférence de presse d'urgence. Tous les médias parisiens étaient à présent, alléchés par le scandale. Il se présenta face aux caméras, seul, sans Valérie qui avait refusé de l'accompagner. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour nier les faits rapportés dans la presse ce matin. Je suis là pour assumer mes responsabilités. » Les journalistes sortirent immédiatement leurs enregistreurs. « Il y a 16 ans, j'ai commis l'erreur la plus grave de ma vie. J'ai abandonné la femme que j'aimais quand elle était enceinte de mon enfant. J'ai choisi la facilité, la sécurité, l'argent. J'ai été lâche.
Un murmure parcourut l'assemblée. Mathieu Chevalier est mon fils. Un fils dont je suis immensément fière, même si je n'ai aucun mérite dans ce qu'il est devenu. Tout le mérite revient à sa mère. Marianne qui l'a élevé seule avec un courage que je n'ai jamais eu. Monsieur Delacroix, interpella une journaliste. Comptez-vous reconnaître légalement cet enfant? Mathieu n'est plus un enfant, c'est un jeune homme de 15 ans, brillant, intègre, courageux, s'il accepte que je sois son père. Alors oui, je le reconnaîtrai officiellement. Et votre épouse, vos autres enfants? Robert marqua une pause. Ma femme et moi traversons une période difficile. Quant à Sébastien et Élodie, j'espère qu'ils apprendront à connaître leur demi-frère et qu'ils réaliseront la chance qu'ils ont d'en avoir un comme lui. Monsieur Delacroix, pourquoi maintenant? Pourquoi sortir de votre silence aujourd'hui? Parce que mon fils m'a montré ce que signifie le courage. Il aurait pu rester caché, accepter l'argent en silence, profiter de sa bourse sans faire de vagues, mais il a choisi la vérité. Il a choisi l'honneur. Robert regarda directement la caméra. Mathieu, si tu regardes ceci, sache que je te demande pardon. Pas seulement pour t'avoir abandonné, mais pour avoir mis si longtemps à comprendre que tu étais ce que j'avais de plus précieux au monde. Dans leur petit appartement de Belleville, Marianne et Mathieu regardaient la conférence de presse en direct. Quand Robert prononça ces derniers mots, Marianne fondit en larmes. « Il l'a fait !» murmura-t-elle. « Il l'a vraiment fait !» Mathieu resta silencieux, mais elle vit ses yeux briller d'émotion. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-elle. Mathieu éteignit la télévision et se tourna vers sa mère. « Maintenant, je vais voir si les actes suivent les paroles. » Il l'embrassa sur le front. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de croire que j'ai vraiment un père. 6 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse qui avait bouleversé la vie des Delacroix. L'automne parisien dorait les feuilles du parc Monceau, où Robert et Mathieu se retrouvaient chaque dimanche pour leur désormais traditionnelle promenade père-fils. « Alors, cette préparation pour Polytechnique ?» demanda Robert en ajustant son pas sur celui de son fils. « Intense mais passionnante. Les cours particuliers que tu m'as trouvés sont formidables. Professeur Durand dit que j'ai toutes mes chances pour le concours. » Robert sourit, depuis la reconnaissance officielle de sa paternité. Il découvrait chaque jour les joies simples d'être père. Pas le père absent et distant qu'il avait été avec Sébastien et Élodie, mais un vrai père, présent, impliqué. « Et ta mère, comment elle va ?» Le visage de Mathieu s'illumina. « Beaucoup mieux. Elle a commencé ses cours de comptabilité la semaine dernière. Elle dit qu'elle veut enfin avoir un vrai métier, pas juste des petits boulots. » Robert hocha la tête. Il avait proposé à Marianne un poste dans son entreprise, mais elle avait refusé avec fierté. « Je veux mériter ma place », avait-elle dit. Alors il avait discrètement financé sa formation professionnelle, en faisant croire que c'était une bourse municipale. « Et vous deux, ça va mieux? On apprend à se connaître, c'est différent. » Ils s'assirent sur un banc face au bassin, où quelques enfants faisaient naviguer leur bateau miniature. « Tu sais, Mathieu, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Je t'écoute. » Robert prit une profonde inspiration. « Ces 6 derniers mois ont été les plus beaux de ma vie, plus beaux que ma réussite professionnelle, que mon mariage, que tout ce que j'ai pu accomplir. Pourquoi? Parce que pour la première fois, j'ai l'impression d'être vraiment utile à quelqu'un, d'être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Mathieu le regarda avec surprise. Il avait rarement vu Robert aussi émotionnel. « Tu regrettes? Pour Valérie, pour Sébastien et Élodie ?» Robert soupira. « Valérie et moi, c'était fini depuis longtemps. On faisait semblant par habitude. Le divorce sera prononcé le mois prochain. Et tes autres enfants? C'est plus compliqué. Sébastien commence à comprendre. Il pose des questions sur toi. Il veut te rencontrer vraiment. Élodie, elle a besoin de temps. Ils me détestent toujours. Non, ils ont peur. Peur que tu prennes leur place dans mon cœur. » Mathieu réfléchit un moment, et c'est le cas. Robert se tourna vers lui, surpris par la directité de la question. « Non, il n'y a pas de compétition, Mathieu. Mon cœur s'est juste agrandi. J'ai appris qu'on pouvait aimer différemment, mais pas moins. » Ils restèrent en silencieux, regardant les familles qui se promenaient autour d'eux. Robert observait ses pères qui poussaient des landaux, qui couraient après leurs bambins, qui vivaient naturellement ce qu'ils découvraient sur le tard. « Robert, oui, merci d'avoir eu le courage de nous reconnaître, publiquement. C'est toi qui m'as donné ce courage. Pendant ce temps,
Dans leur appartement de Belleville, qu'ils avaient regardé malgré les propositions de Robert de les installer ailleurs, Marianne préparait le déjeuner dominical. Elle fredonnait en épluchant les légumes, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. La sonnette retentit, elle ouvrit pour découvrir une jeune fille blonde d'une dizaine d'années, visiblement mal à l'aise. « Bonjour, vous êtes Marianne ?»« Oui. Et toi, tu es Élodie. » La ressemblance avec Robert était frappante. Les mêmes yeux verts, la même fossette au menton. « Papa m'a donné votre adresse. Il ne sait pas que je suis venue. » Marianne s'effaça pour la laisser entrer. « Tu veux quelque chose à boire? Un verre d'eau? S'il vous plaît ?» Elles s'installèrent dans le petit salon. Élodie regardait partout avec curiosité. Découvrant ce monde si différent du sien, « C'est petit, » dit-elle sans méchanceté. « Mais chaleureux, » répondit Marianne en lui tendant son verre. « Pourquoi vous n'avez pas voulu déménager? Papa peut vous offrir un bel appartement ?» Marianne sourit. « Parce que c'est ici que j'ai élevé Mathieu. C'est notre histoire, nos souvenirs. L'argent ne peut pas acheter ça. » Élodie but une gorgée. Réfléchissant, « Vous détestez papa? » ?»« Non, je l'ai détesté, pendant longtemps. Mais la haine, ça fatigue. Et puis, il a changé. Maman dit que vous voulez détruire notre famille. » Marianne posa sa tasse et regarda Élodie avec douceur. « Ta famille n'est pas détruite. Ma chérie, elle s'agrandit, c'est différent. Mais maintenant, papa nous voit moins. Il vous voit moins, mais il vous voit mieux. Tu ne trouves pas ?» Élodie réfléchit. C'était vrai que depuis quelques mois, quand son père passait du temps avec eux, il était vraiment présent. Il posait des questions, s'intéressait à leurs études, leurs rêves. « Mathieu, il est vraiment si intelligent que ça. Viens voir. » Marianne l'emmena dans la chambre de Mathieu. Les murs étaient couverts de diplômes, de formules mathématiques griffonnées, de livres savants. « Il a écrit tout ça », s'étonna Élodie en découvrant les équations. Il réfléchit en écrivant, parfois je le trouve endormi sur ses cahiers. Élodie s'approcha du bureau et découvrit une photo. Mathieu et Marianne, le jour de son prix de mathématiques. « Il vous ressemble. Tu trouves, moi, je vois surtout ton père dans ses yeux. Vous l'aimez, plus que ma vie. » La simplicité de cette réponse toucha Élodie. Dans sa famille, on ne parlait jamais d'amour de façon aussi directe. Et vous aimeriez aimer papa aussi. Marianne s'assit sur le lit de Mathieu. « C'est compliqué, Élodie. Ton père et moi, on a une histoire blessée, mais on essaie de guérir pour Mathieu, et peut-être pour nous aussi. » Robert et Mathieu rentrèrent de leur promenade quand ils découvrirent Élodie et Marianne en train de regarder des albums photos dans le salon. « Élodie !» Robert était stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais rencontrer Marianne et voir où vit Mathieu. » Mathieu s'approcha timidement de sa demi-sœur. « Salut, salut, tu es vraiment très grand pour ton âge. Et toi très jolie pour le tien. » Élodie rougit, flattée. « Marianne m'a montré tes photos de bébé. Tu étais mignon. Merci, je crois. » Robert observait cette scène avec émotion. Ses deux enfants, si différents mais déjà complices. « Papa, » dit Élodie, « est-ce que Mathieu pourrait venir à la maison parfois, pour m'aider avec mes devoirs de maths ? Si Marianne est d'accord, bien sûr, » sourit Marianne. Mathieu adore enseigner. 3 heures plus tard, ils partageaient un déjeuner improvisé autour de la petite table de la cuisine. Robert aidait Marianne à servir. Mathieu expliquait les fractions à Élodie, et pour la première fois depuis des années, il ressemblait à une vraie famille. « C'est bizarre, » dit soudain Élodie. « Quoi donc ?» demanda Robert. « On dirait qu'on se connaît depuis toujours. » Marianne et Robert échangèrent un regard. Dans ce simple commentaire d'enfant se cachait une vérité profonde. Malgré les années perdues, malgré les blessures, ils formaient naturellement une unité. « Papa. » Mathieu posa sa fourchette. « Oui, l'année prochaine, quand j'entrerai en prépa, j'aimerais garder cet appartement, mais j'aimerais aussi avoir une chambre chez toi, pour pouvoir voir Sébastien et Élodie plus souvent. » Robert sentit sa gorge se serrer. « Tu veux vraiment faire partie de la famille ? Je fais déjà partie de la famille. La question c'est, est-ce que vous voulez tous faire partie de la mienne ?» Élodie applaudit. « Moi, je veux, comme ça, j'aurai un grand frère intelligent. » Robert regarda Marianne, qui lui sourit doucement. « Et toi, Marianne, tu veux faire partie de cette famille recomposée ?» Elle prit la main de Mathieu. Puis,
Après une hésitation, celle de Robert. « Je crois qu'on y est déjà. » Épilogue 1 an plus tard, l'appartement de Robert dans le 16e arrondissement bourdonnait d'activité. Mathieu, admis premier au concours de Polytechnique, fêtait son succès entouré de sa famille recomposée. Sébastien, réconcilié avec son demi-frère, l'aidait à porter ses affaires dans sa nouvelle chambre. Élodie, devenue première de sa classe en mathématiques grâce au cours de Mathieu, préparait une banderole de félicitations. Marianne, diplômée en comptabilité et embauchée dans un cabinet prestigieux, disposait les fleurs dans un vase. Elle portait une robe bleue que Robert lui avait offerte pour ses 37 ans. Pas par pitié, mais par amour retrouvé, Valérie était partie refaire sa vie à Londres avec une généreuse pension. Parfois, elle envoyait des cartes postales aux enfants. Et Robert regardait sa famille, sa vraie famille, s'agiter autour de lui et réalisait qu'il avait enfin trouvé ce qui avait toujours manqué à sa vie, l'authenticité. « Papa », Mathieu s'approcha de lui. « Oui, mon fils. » Ces mots sonnaient encore comme une musique à leurs oreilles. « Merci de m'avoir attendu. »« Non, Mathieu, merci de m'avoir trouvé. » Ils s'embrassèrent, et dans ce geste simple se refermaient 16 années de silence et s'ouvraient toutes les années à venir.